Erev Tov, shalom à toutes, à tous. On espère que vous avez passé des bonnes vacances. On se retrouve avec Midreshet Yehuda qui vous propose, grâce au Rav Shuraki, de découvrir un petit peu tout sur la Mimouna. Alors, chez les Ashkenazim, il y a un autre minag, c'est le Rampelnacht. Chez les Sfaradim, il y en a qui kiffent plus, c'est de faire la Mimouna. Et chaque année, moi, j'entends des nouveaux tamim, c'est lié au Rambam, c'est la fête de la Mimouna, c'est tout ça. Ben voilà, j'espère que le Rav Shuraki va nous faire de l'ordre dans cette fin de fête, la Mimouna. Bechavod Arav. Alors, bonsoir à tout le monde. Oui, en effet, on va essayer de parler, de donner, certaines explications, certains sens, je dirais, certaines significations à la Mimouna. Mais avant de commencer à, dire ce qu'il en est de la Mimouna, d'abord, je tiens à rectifier certaines mauvaises interprétations, mauvais sens qui circulent, parce que la Mimouna a bon dos pour recevoir tout et son contraire, et parfois aller dans des directions totalement opposées aux directions premières voulues par ceux qui l'ont célébré, et les Chachamim notamment. Alors, dans un instant, on va voir l'origine très ancienne, universelle pour le peuple juif, qui n'a rien de particulièrement séfarade. Mais avant de commencer, il y a certains qui disent absolument n'importe quoi sur la Mimouna. Par exemple, il y a quelques années, il y a un journal qui se prétend être un journal pour des gens, Anashim Choshvim, et qui a fait un long article à propos le 7e jour de Pessah pour expliquer que la Mimouna venait d'une certaine, un démon qui s'appellerait Maimouna, et que ce démon était célébré par les populations musulmanes dans certains pays, et les juifs ont suivi ce genre de célébration. On essaye de transformer des choses qui sont extrêmement pures dans la kedusha même de la tradition juive à quelque chose de folklorique qui correspondrait à des influences extérieures, à différentes conceptions de superstitieuses ou autres, ce qui n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, c'est valable pas simplement pour la Mimouna, parce qu'il y a toute une lecture, j'allais dire, politique de la chose, mais d'autres habitudes très, célébrées justement par les populations séfarades, par exemple la coutume du henné avant le mariage, qui est transformée en quelque chose de folklorique, totalement, dénué de son esprit original, pour une raison très simple, c'est que c'est aussi des minhagim qui sont parmi les plus anciens du Ham Israël, et je précise, pas du tout liés simplement aux Sfaradim, qui sont absolument universels et qui ensuite ont été gardés, en particulier pour le henné par exemple, c'est devenu quelque chose qu'on connaît simplement sous le nom arabe, et c'est pour cette raison-là qu'on a retenu ce nom henné. Mais si on savait le nom hébraïque de cette cérémonie, et bien dans ce cas-là, on aurait écrit noir sur blanc dans le Tanakh, le henné est écrit. Ce n'est pas mon sujet de ce soir, et c'est juste pour expliquer mais le fait que souvent, le fait d'étudier certains minhagim nous rapproche de débats qui ont autre chose que des débats de l'étude de la Torah. Quand on voudrait chercher l'origine de la Mimouna, pas dans les superstitions ou dans le folklore, mais dans l'origine première de la Mimouna. Je vais dans un premier temps essayer de donner quelques jalons très succincts, parce qu'autrement on n'en finirait plus, et certains ont déjà écrit des livres là-dessus. Je vous convie de voir le livre par exemple du Rav Eliaou Marciano, qui depuis des années s'est spécialisé dans la recherche de toutes les différentes façon de célébrer la Mimouna, et qui a détaillé l'ensemble de toutes ces sources. Mais là, je prends quelques jalons simplement qui nous donnent une certaine idée sur lesquelles je vais essayer ensuite de trouver du sens. Alors, premier point, et quelque chose d'absolument universel. Le jour qui suit la fête s'appelle Isru Hag. Et le premier point de la Mimouna, de la fête qui suit le lendemain de Pessah, c'est tout simplement Isru Hag. Et Isru Hag, c'est quelque chose, comme je disais, d'universel. On le trouve déjà à l'époque de Hazal. Dans la Mishnah, on pourrait le trouver même dans le Tanakh lui-même, puisque le nom même de Isru Hag vient de Isru Hag Ba'avotim ad Karnot HaMizbeach, et qui n'a rien à voir a priori avec le dernier jour de la fête. Il s'agit simplement, le Hag, c'est le Korban qu'on amène au Beth Amikdash, et Isru Hag Ba'avotim, c'est d'accrocher, d'attacher le Korban
El Karnot à Misbéach. Le mot Issour, Assour, n'a pas dans le Tanakh le sens d'interdit, a le sens d'attaché, quelque chose qui est lié. Et donc, Isrouchak, c'est attacher le korban. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que le sens de Issour, qui est développé ensuite chez Chazal, sur la base de certains psukim, par exemple les sorts Issar, qui sembleraient peut-être aller dans cette direction-là, on peut amener à certaines phrases totalement paradoxales. Par exemple, si, ça c'était ce qu'on disait de la façon de la boutade, mais si jamais on nous dit est-ce qu'on a le droit de faire monter un animal dans un transport en commun, alors on nous dit s'il est assour, c'est moutard, s'il est moutard, c'est assour. C'est-à-dire, s'il est attaché, c'est permis, mais s'il est libre, c'est quelque chose d'interdit. Le premier étant assour dans le sens d'attaché et le deuxième dans le sens de la permission, la norme qui est interdit ou non. Alors, ce passouk de départ du Sefer Tehillim, Isruhag Baravotim Ad Karnot Misbeach, s'est transformé chez Chazal comme étant le sens même de celui qui fait, avec l'importance de celui qui rajoute à la fête Isruhag. Et là, c'est plus du tout le fait, qu'est-ce que veut dire attaché à la fête. Dans le Talmud Yerushalmi, cette journée qui suit la fête s'appelle Béré de Moada, le fils de la fête. Comme si la fête officielle de la Torah avait accouché d'une fête secondaire, avait accouché d'un enfant. Et c'est ce Béré de Moada. Quelle est l'idée première? L'idée est la suivante. Une fois qu'on a fini de célébrer la fête, il en reste encore quelque chose qui nous rattache à cette fête-là dans les journées de Choulin, les journées qui sont plus de journées de fête, qui vont continuer après la fête. C'est quelque chose de totalement simple, ce qui d'ailleurs se perçoit à la fois au niveau de l'idée spirituelle et à la fois au niveau psychologique. On vient de finir la fête, et bien on finit la fête, on la finit pas de manière abrupte. On fait la Havdalah et puis c'est fini, on range la vaisselle de Pessah. On rajoute à cette fête-là encore une journée, comme si on veut se séparer de la fête plus harmonieusement, je dirais. Un peu de la même manière qu'on doit ramener le Sif Tosefet, Michol à la Kodesh, à l'entrée de la fête, faire venir entrer le Shabbat un peu plus tôt, eh bien, on se sépare de la fête un peu plus tard. On rajoute une Tosefet d'une journée en plus, cette nouvelle fête qui suit, et ça s'appelle Isruchag, et qui est d'ailleurs rattachée à l'idée justement d'attacher, plus simplement physiquement, le korban attaché au misbéach. On n'a pas le droit de sacrifier en dehors du misbéach, mais là, c'est de rattacher notre vie commune, notre vie de tous les jours, la vie professionnelle qui va reprendre, elle a misbéach, elle a kodesh, elle a chag au niveau du temps de la fête, de manière à ce que le temps de la fête déborde sur la journée qui va suivre. Ça s'appelle Isruchag, c'est quelque chose de totalement universel. Pour l'instant, on ne parle pas encore de la Mémouna telle qu'on l'a prise, qu'on la connaît, mais ça nous donne déjà le fait de manifester cette chose-là. Vous pourriez me dire, oui, mais dans ce cas-là, cette idée d'Isruchag n'est pas liée simplement à Pessah. Elle est liée aussi à toutes les fêtes, que ce soit Shavuot ou que ce soit Sukkot. Or, quand on parle de Mémouna, on le parle particulièrement pour Pessah. Effectivement, et c'est là qu'il va falloir approfondir le côté particulier, la forme particulière, la façon dont le Isruchag de Pessah a pris, quel est comment dire, c'est colorié aux couleurs de Pessah, et en particulier dans certaines pratiques, certains minagim qui sont repris de manière assez répandue dans les différentes communautés. On a une autre chose, d'ailleurs, je voulais rectifier aussi, c'est qu'on a tendance à évoquer la Mimouna avec le judaïsme marocain, en précisant les communautés marocaines qui célèbrent la Mimouna. On voit la célébration de cette Mimouna du Maroc à l'Occident jusqu'aux populations les plus extrêmes au niveau oriental, et qui remontent, donc bien entendu, toute l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et toutes ces communautés-là ont une certaine manière de célébrer la Mimouna. J'évoquais le livre du Rav Marciano. Dans son livre, il ramène communauté par communauté les façons dont il célèbre cette Mimouna. Alors, quels sont les minagim particuliers qu'il va falloir commenter? Quelles sont les différentes pratiques qui donnent à cette Mimouna, au-delà du côté festif, au-delà de la joie, au-delà de toutes les sucreries, les friandises, les douceurs, tout ce qui est mangé, au-delà de la musique? Qu'est-ce qui est évoqué de façon particulière chez les Chachamim quand ils décrivent la Mimouna, en donnant comment dire, je dirais, comme pour Pessah, on a différentes mitzvot, et sur les mitzvot, en commentant les mitzvot,
on touche le sens de la fête, eh bien là, quels sont les minagim recensés sur lesquels on va pouvoir essayer de travailler pour essayer de donner le sens à cette fête-là. Alors, ça remonte d'abord déjà de manière très ancienne. On a, au Xe siècle, à Kérouan, donc on n'est plus dans l'époque de Hazal, on est vers la fin de l'époque des Géonim, un chacham qui s'appelle Rav Nissim Gaon, même si son nom, Nissim Gaon, semblerait dire qu'il est lui-même un Gaon, c'est-à-dire un chef des yeshivot de Bavel, en aucune façon, il est appelé Gaon simplement parce qu'il est à l'époque des Géodim, mais il se trouve à Kérouan en Tunisie, et il a un livre qui s'appelle, ce Rav Nissim Gaon, Megillat Setarim, c'est lui-même d'ailleurs un élève de Rabbeinu Chouchiel, le père de Rabbeinu Hananel, ce Rav Nissim Gaon est Talmid Haver un peu de Rabbeinu Hananel, le grand Chacham de Kérouan, et dans son livre Megillat Setarim, il décrit toute une série de minagim alimentaires, culinaires, et en précisant qu'il ne faut pas les dénigrer. On aurait tendance à se dire, bon, il y a ceux qui ont gardé le judaïsme de l'esprit, le judaïsme de la profondeur, le judaïsme de l'étude, et puis il y a ceux qui n'ont gardé de toutes les pratiques judaïsme que les pratiques culinaires. Et on peut parfois les regarder un peu de haut, en train de se dire, bon, c'est tout ce qui reste quand il ne reste plus rien. Les goûts, au moins, il reste encore quelque chose dans les goûts. Rabbeinu Nissim Gaon nous dit, non, ne regardez pas ça avec dédain. Les pratiques qui associent à chaque fête, à chaque moment, certains plats sont très importantes. Parce que ceux qui permettent au contraire de donner à ceux qui seraient le côté rigoriste de la loi formelle, voilà ce qu'on doit faire, la mitzvah, le devoir, ce qui nous est imposé pour une fête, quelque chose qui a du goût, quelque chose qui prend, comment dire, qui fait adhérer l'essence, et au moins celui du goût, à, je dirais, des odeurs et des couleurs, à cette fête-là. Et donc, il dit, quand on nous dit « Altitosh Torah timecha », ne quitte pas tes minagim, c'est aussi pour parler, pas simplement des minagim halachiques, les véritables minagim, mais aussi du rapport qu'on a vis-à-vis de certaines pratiques culinaires. Et alors, il en donne une série. Il donne toute comment dire, des exemples, par exemple, manger ceci, cela, etc. Et parmi ces exemples-là, et cela, ça devient intéressant pour nous, par exemple, le fait de consommer du lait et des mets lactés le lendemain de Pessah. Voilà, tout d'un coup, pour la soirée de la Mimouna, pour le journée de la Mimouna, le lait apparaît. Et je le précise bien, gardez ce point en tête parce qu'on va le développer dans un instant. Premier point majeur, c'est le lait. Il est présent de différentes façons. Vous allez voir, de toute façon, ceux qui connaissent, alors disent, on mange parfois un couscous au beurre ou qui lui-même avec des aliments lactés. On met du lait dans certains. Alors, j'arrive dans un instant, je développais peut-être plus longuement le mina qui est lié au lait, mais en tout cas, voilà, première idée, le lait. Pas si longtemps après Rav Nissim Gaon, et c'est fait exprès de prendre les premiers jalons, après pour ceux qui sont plus modernes, il y en a tellement que je ne pourrais pas les citer, mais je prends les premiers jalons les plus anciens, 12e siècle, Marseille, donc on n'est plus en territoire séfarade, de pays musulmans, Rabbi Yitzhak ben Abamari, un des grands chacham de Provence du XIIe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaItour, a dans ce livre Sefer HaItour un long développement sur une pratique surprenante, qu'il critique d'ailleurs, et qui est la suivante. Les Juifs ont l'habitude de recevoir le dernier jour de Pessah des cadeaux de Hametz des goyim qui les entourent, des goyim qui vivent chez eux. Et ils leur amènent Doron Hametz à partir de l'heure de Mincha et ensuite, et en particulier, parmi ce Hametz, alors il y a soit du Hametz, soit des blés, des gerbes, de blé, d'orge, etc., des goyim qui ramènent aux Juifs. Et le problème à l'achik qui est posé par Rabbi Yitzhak Abamari, c'est de dire, mais c'est très problématique, parce que c'est le dernier jour de Pessah. Alors c'est vrai que quand le goy a du Hametz chez le goy, c'est au goy, mais quand il l'amène et qu'il le fait cadeau aux Juifs, ça devient du Hametz encore dans Pessah. Il y a un risque de profaner Pessah pour ce qui va suivre. Vous voyez que déjà, certaines problématiques, certaines dérives actuelles qu'on peut critiquer sont déjà évoquées. Il y a certaines personnes qui, quand la fête est finie, ont déjà préparé le Hametz, mais c'est absolument interdit. C'est quelque chose sur lequel il faut s'insurger. Et entre parenthèses, pour beaucoup, alors quand on avait les goyim qui habitaient, on vivait dans des pays arabes ou dans des pays où il y avait effectivement possibilité, à la fin de Pessah, d'obtenir du Hametz, de la farine, on pouvait éventuellement faire une mimouna Hametz. Mais lorsqu'on n'a plus cette possibilité-là,
eh bien la mimouna, si on l'a faite le soir de Pessah, doit être absolument cachère les Pessah. Et c'est un point extrêmement important parce qu'il est possible, il y a même, alors là on rentre encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le côté folklorique, simplement culinaire, puis j'essaie à travers ces minagim-là de donner du sens, mais en tout cas, il y a toute une pratique de certaines, mais qui sont consommés entièrement cachère les Pessah. Et je peux témoigner que depuis qu'on est venu en Israël, après avoir fait mon aliyah, eh bien, la mimouna est devenue entièrement cachère les Pessah, parce qu'on n'avait plus justement l'épicerie du coin qu'elle on peut acheter à la fin de la fête de la farine. Soit dit au passage, et c'est le débat de Rabbi Yitzhak ben Abamari dans le Sefer HaItour. Alors peut-être, j'en parle maintenant après Pessah, c'est peut-être un peu trop tard, ou peut-être c'est suffisamment tôt pour se préparer pour l'année prochaine. L'idée selon laquelle on vendrait son chametz à un goy en le laissant dans son armoire pour le soir de Pessah, ouvrir le chametz et le consommer est absolument quelque chose de la science-fiction pour les chachamim. C'est quelque chose qui est inimaginable. On nous a demandé dans la mitzvah de détruire le chametz, l'ashbit et chametz, de l'éliminer complètement. Et qu'est-ce qu'on fait? On le garde chez soi en faisant une mascarade de vente à laquelle on n'y croit pas, puisqu'on a déjà préparé la farine pour pouvoir reprendre le lendemain soir. C'est absolument l'antithèse de tout l'esprit de la mitzvah du chametz. J'espère que je ne choque pas certains, mais encore une fois, vous voyez, je m'y prends pas 1 ou 2 semaines à l'avance, 1 année à l'avance. J'allais dire presque, première halakha à apprendre le lendemain de Pessah, c'est que dans 1 an, sachez qu'il va falloir liquider son chametz. Les gens ne sont pas tout le temps conscients de la chose. Vous avez 1 an pour vous préparer à ne pas faire rentrer de chametz chez vous pendant chametz. Ce que je dis, c'est une évidence. Le chametz est assourd pendant Pessah. On ne nous a pas dit de le ramasser ce chametz, de le vendre à un goy pour pouvoir le distribuer à la tzedaka après chametz. Et toutes sortes, la fertilité de l'esprit juif est très, très, très large pour trouver tout un tas de solutions. Non, on nous a demandé les hashbit et chametz. On n'a pas peur de faire du baltashrit. Parce que vous savez, toute l'année, on ne fait que du baltashrit, on ne fait que du gaspillage. Tout d'un coup, on arrive la veille de Pessah, pour un paquet de pâtes qui reste, on a mal au cœur de le jeter. La mitzvah, c'est de le brûler, c'est de le jeter, c'est de le détruire. Tashritu, vetashritu. Donc, l'idée de pouvoir pratiquer une mimouna qui serait chametz sur la base d'un chametz qu'on aurait théoriquement vendu à un goy et récupéré après, sans y croire vraiment, que, comprenez-moi bien, la vente du chametz au goy est quelque chose qui a été inventé simplement pour résoudre un problème, et tous ceux qui ne sont pas dans cette condition-là, on n'a absolument aucune permission à vendre leur chametz. Ce sont pour des commerçants qui ont un stock tellement grand de chametz qu'ils sont dans l'impossibilité, j'allais dire même 1 année à l'avance, de liquider tout leur stock. Et c'est pour cette raison-là qu'on leur a prévu, et encore pas de la façon, un simulacre de vente, mais à déplacer véritablement leur chametz dans un entrepôt, dans la clé qui était donnée, vendue au goy, pour donner à toutes ces choses-là quelque chose de sérieux. Autrement, c'est se moquer du monde. Et j'allais dire, c'est d'autant plus se moquer du monde que lorsque arrive l'année de la Shemitah, ou pour résoudre un autre problème, on fait une vente de la Heter Mechira pour permettre à certains agriculteurs qui ne peuvent pas vivre dans la même situation que le commerçant qui a ses stocks de continuer à travailler la terre sous la base du fait de l'avoir vendu à des goïms, tout d'un coup, là, on s'insurge. Quand il s'agit de son paquet de pâtes dans l'armoire, on se met à vendre son chametz, mais quand il s'agit de tous les hectares et les dunams de quelqu'un qui ne peut pas vivre parce qu'il ne pourrait pas garder le pays d'Israël, à ce moment-là, non, le Heter Mechira, c'est impossible. Le Heter Mechira est appliqué de manière absolument scrupuleuse d'après la halakha pour résoudre un problème, au même titre que la vente pour des commerçants est faite pour résoudre un problème et n'a pas été prévue pour le particulier qui ne doit pas vendre son chametz. C'est pour ceux qui ont des doutes en disant, mais s'il m'en reste un peu de chametz, oui, alors vous savez, on peut avoir la ceinture et les bretelles, le pantalon ne tombera pas. Les chachamim nous ont fixé à nous donner l'abdikat chametz et le bitoul. Vous avez déjà double précaution pour être sûr qu'en ayant et l'abdikat et le bitoul, on est
sûr qu'on n'a plus on ne peut pas enfreindre même un Hametz qu'on aurait oublié. Après avoir fait ça, on n'a pas besoin d'avoir un troisième filet de sauvetage qui s'appellerait la Mechirat Hametz. Je ferme cette parenthèse, parce que vous allez dire, je ne suis pas venu pour parler de la vente du Hametz, mais simplement de la Mimouna. Mais soit dit au passage, la Mimouna évoquée sous la forme de cette vente de Hametz, dans lequel on ouvrirait l'armoire pour récupérer tout ce qui y aurait, je ne parle même pas de quelque chose d'absolument incongru qui serait le soir du vendredi, d'après la fête, quand il tombe comme cette année, de sortir ses chalotes pour manger son repas de Hametz le Shabbat, ce qui est quelque chose de totalement, surréaliste. Alors, pour revenir sur notre Mimouna, donc la Mimouna peut être cachère les Pessah, et donc, premier point, premier jalon, l'émé lacté, le lait, Rabbi Nissim Gaon. Deuxième jalon, Rabbi Yitzhak ben Avamari nous dit, il y a du Hametz qui rentre par le goy, et il s'assure, il ne faut pas qu'il rentre le 7e jour. Voilà le débat. Et il dit, mais par contre, on a ce premier élément qui est important, c'est qu'on a des blés, on a des gerbes, on a des différentes gerbes qui sont amenées dans la maison. Je fais rapidement mon parcours pour pouvoir rentrer peut-être vis-à-vis du sens. Je donne, et volontairement, je ne prends pas, même s'il y en aurait beaucoup de Chachamim du Maroc, pour bien montrer que la Mimouna est quelque chose de répandu aussi dans d'autres communautés, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui n'est pas Rabbi Avraham Ibn Ezra que vous connaissez sûrement. Il s'agit d'un Chacham de Turquie, d'Izmir, au XVIIe siècle, d'une famille Ibn Ezra, d'expulsés d'Espagne qui sont arrivés en Turquie. Il a créé un livre qui s'appelle Bate Knesiot, et dans Bate Knesiot, il reprend ce même minagla en rajoutant quelques points particuliers. Il dit le dernier jour de Pessah, les goyim amènent aux Juifs, alors pas du Hametz véritablement. Le Baal Haïtour, Rabbi Yitzhak ben Abamari avait déjà condamné cette pratique-là, de voir le Hametz qui rentre dans la maison, mais il amène simplement des herbes, des gerbes de blé ou d'orge, Rita ou Seora. Mais le point qui est intéressant, c'est qu'il rajoute, et on les jette dans les différents coins de la maison. On éparpille ces graines, ces gerbes de blé. Donc, la première idée qu'on va devoir travailler, c'est l'idée du lait. La deuxième idée sur laquelle il faut travailler, c'est ces gerbes de blé. Et se rajouter sur cet élément-là encore une autre pratique liée toujours à ces gerbes de blé. Elle est ramenée dans un livre qui s'appelle Keter Shem Tov, de Rabbi Shem Tov Gagin, qui parle encore une fois pas des communautés simplement de l'Afrique du Nord, puisqu'il parle de Mitzrayim, Eret Israël et Souria. Et il dit, on a l'habitude avec ces mêmes gerbes de blé, qui ne sont pas nécessairement chez lui d'ailleurs ramenées par le goy, mais qu'on a pu ramener en passant le soir en revenant de la tfila, on fait la beracha avec ces gerbes de blé à tous les gens de la famille. Alors, voilà un point important. D'ailleurs, ce point est important à rappeler. Vous savez qu'il y a deux minagim dans le Ham Israël à propos de la bracha qu'on fait hebdomadaire des parents pour leurs enfants. Dans les communautés ashkénazes, on fait la bracha le vendredi soir. Dans les communautés séfarades, on fait la bracha le Motsei Shabbat. Et les deux ont une belle idée qui les soutiennent. Dans l'idée des communautés qui font la bracha le vendredi soir, on dit c'est la kedusha du Shabbat qui permet de faire la bracha. On rentre dans le Shabbat et donc on bénit nos enfants comme si le Shabbat qui est la beracha retombe aussi. Les parents participent à la bracha du Shabbat. Voilà la pratique de la bracha du vendredi soir. Et ceux qui font la bracha le Motsei Shabbat disent, eh bien la bracha du Shabbat retombe sur les jours de la semaine. On essaye de poursuivre et donc on fait au moment de l'Havdalah la bracha des enfants. Dans cette idée-là, selon laquelle on fait la bracha à la fin de la Shabbat ou à la fin de la fête, eh bien au moment de Pessah, on fera la bracha avec ces séorim sur lesquels on fera sur le dos, sur la tête des enfants et de la femme, ces brachas-là, qui d'ailleurs a quelque chose d'assez semblable au moment à Sukkot. À Sukkot, le dernier jour de la fête, on fait le Havatat Ha'arava, on prend les 5 branches de Ha'arava pour frapper par terre, éliminer à travers ça toutes les kitrugim. La Ha'arava, il ressemble aux lèvres qui pourraient continuer à dire du mal du Ham Israël, et on frappe pour essayer d'effacer tous les différents anges condamnateurs, persécuteurs du Ham Israël, qui essaieraient de dire du mal du peuple juif. Et quand on rentre à la maison, à Hosha'ana Rabbah, il y a une bracha particulière qu'on fait avec ces mêmes branches, en disant on élimine, en frappant, en caressant, je dirais, c'est pas de frapper, mais de caresser les enfants et la famille, en leur disant aussi que ces langues mauvaises ne vous attachent pas, ne s'approchent pas de vous. Il faudrait développer ça plus longuement, c'est pas mon sujet, mais simplement pour parler donc de ce minag de la Mimouna,
on a le lait, on a les gerbes de blé répandues dans la maison et qui permettent de faire la bracha. Autre développement de cette même idée-là, elle nous est évoquée par un chacham très important, on a un peu oublié, c'est Rabbi Shlomo Zorafa, qui est un chacham d'Algérie, le dernier grand rabbin d'Alger après la conquête française, au 19e siècle, qui était un chacham avec Rabbi David Moati et Rabbi Shlomo Zorafa, qui a écrit beaucoup, et parmi ses livres, il a un livre de Shelot ou Shuvot, Sha'ar Shelomo, et dans son Sha'ar Shelomo, il évoque le minhag de la Mimouna. Et dans le minhag de la Mimouna, il rajoute un point, toujours sur cette idée du blé. Il dit, ce blé-là, on ne fait pas simplement la bracha, mais on suspend le blé et ses chiboulim, ses gerbes. Et quand on parlait chez lui, c'est pas du blé, c'est des sérorim, c'est de l'orge. Et vous allez voir que ça prend un sens particulier de l'orge. Il faut savoir encore le distinguer, mais ça prend assez vite. En tout cas, on distingue l'orge, le séora, qu'on met sur les rachashiot chez Madlikin, sur les lustres, sur les lampes de la maison. Donc voilà cette idée. Je conclue cette idée. Donc il y a le lait, il y a les gerbes de blé avec lesquelles on fait la bracha et qu'on dispose ensuite sur les lustres, là où sur les lampadaires. Et il rajoute encore d'autres éléments. Il dit en plus de ça, on mettra, alors le lait de tout à l'heure, sur lequel on consomme des mets lactés, on le met devant la porte à la mashkof, velcheté à mezuzot, et aux quatre coins des chambres de la maison, pour faire attention que les enfants ne traînent pas par là pour renverser à chaque fois le bol de lait qu'on laisserait toute la nuit. Donc ce lait est disposé dans la maison, toujours même symbolique du lait, on va y arriver, et plus original, on met un plat qui est rempli de farine dans lequel on plante 7 fèves dans leur cosse. 7 cosses de fèves, et c'est très important cette idée-là, vous allez voir, les fèves encore enfermées dans la cosse verte qui sont dans la farine. Voilà cet autre élément. Et avec ces éléments-là, on pourrait, je vais dire, presque commencer notre démarche pour essayer de trouver du sens derrière tout ça. 4 points, le lait, les gerbes d'orge qu'on dispose sur les lampadaires, les cosses de fèves et la farine dans laquelle on les rentre. Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir signifier, toutes ces pratiques-là, si on est bien convaincu, et je vous donne des exemples de Chachamim, il ne s'agit pas de quelque chose d'un petit folklore banal, il ne s'agit pas d'influence extérieure, il s'agit des plus grands Talmidei Chachamim qui ont suivi le peuple juif et qui n'ont pas simplement décrit la chose, mais qui l'ont donné ses lettres de noblesse, sa légitimité en disant voilà ce qu'il convient de faire le soir de la fin de Pessah. Bien entendu, à côté de tous les mets sucrés, les confitures, le miel, etc. Toutes ces choses-là, il y en a beaucoup. Mais voilà les points qui sont évoqués et qui vont être pour nous le début, je dirais, d'une démarche, d'une recherche pour comprendre quel est le sens qui est derrière tout ça. Alors bien sûr, avant de rentrer dans le détail des pratiques de la Mimouna, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure dans l'introduction succincte, tout le monde dit la Emouna a 2 origines au niveau de la racine. L'un nous dit c'est Yom Emouna, l'autre dit c'est Yom Mimouna. Alors ça le rattache même au Rambam, Maïmon Avia Rambam, mais c'est pas exactement de ce point de vue-là. Ce serait Maïmouna, le Yom de la Hatzlacha et du Mazal. Et j'explique. Les 2 directions qui sont évoquées au niveau du terme de la Mimouna. Le premier, on nous dit, c'est la Emouna. Pourquoi la Emouna? Pessah et le moment où Akadosh Baruch Hu doit envoyer Eliyahu Hanavi et le Mashiach, Benissan Igalou, Benissan Atidin Igael, et voilà que Pessah est passé et le Mashiach n'est pas venu. On a ouvert notre porte le soir de Seder et Eliyahu Hanavi n'est pas passé. Eh bien, quand arrive le dernier jour de Pessah, on risquerait de croire qu'on a qu'on perd espoir, qu'on a perdu notre émouna sur la venue du Mashiach et de la Géoula. Pas du tout. Le soir de la Mimouna, on célèbre on a la émouna que le Mashiach viendra, que Eliyahu Hanavi vient, et on ouvre notre porte, cette fois-ci justement pour aller presque à la rencontre de l'attente qu'on continue à avoir de Eliyahu Hanavi. Voilà une première direction. Je vous dis les choses les plus classiques qui sont évoquées. Deuxième direction, c'est nous dire Mimouna, c'est pas Emouna, c'est Mimouna. Mimouna, c'est Maïmoun. Maïmoun, c'est la Hatzlacha, c'est le Mazal, et il y a d'ailleurs toute une histoire, on pourrait parler longuement simplement de ce terme-là, puisque pourquoi Maïmoun, c'est le Mazal, la Hatzlacha, pour une raison très simple, c'est que l'origine, alors
alors c'est en arabe, mais en hébreu aussi, ce qui est yamin, ce qui est la droite, et celui qui est solide. Binyamin, c'est celui qui est justement Yedid Hashem, parce qu'il est celui qui se trouve à droite. On n'a jamais trop de velléité pour la gauche dans la conception juive, puisque la gauche est le siman de Midat Din, et de Midat à l'opposé de Midat Hesed qui se trouve à droite. J'en vois qui sourit, il n'y avait aucune allusion politique. En tout cas, en ce qui concerne le Maïmoun, l'idée est la suivante. D'ailleurs, remarquez que même Rambam, certains ne savent pas, quand on étudie certains Rishonim qui parlaient l'arabe, ils écrivent, lorsqu'ils parlent du Rambam, on dit Rambam Zal. Et puis il y a certains Rishonim, quand on lit, ils écrivent Ram Bemazal, en associant le Bam Ben Maimon avec le Zal de Zichrono Livracha. Et certains disent, bon, c'est un jeu de mots. Au lieu d'écrire Rambam Zal, Zichrono Livracha, ils ont écrit Rabbi Moshe Bemazal en associant le Zal avec Ben Maimon. Pas du tout. C'est pas un jeu de mots. C'est tout simplement ceux qui connaissaient l'arabe savaient que Rabbi Moshe Bemaimon, c'est pas simplement le nom de son père. Bemaimon, ça veut dire, traduit en hébreu, Bemazal. Et donc, ils écrivaient, pas sous forme de jeu de mots, sous forme simplement de traduction du pshat de ce que veut dire Rambam, Rabbi Moshe Bemazal, puisque c'est la traduction de Bemaimon. Pourquoi Maimon, entre parenthèses, c'est ce qui est à droite? C'est très intéressant, parce que c'est aussi les directions géographiques, puisque vous avez Yamin ou Smol. Lorsqu'on a la direction juive, alors ça c'est un point intéressant, la direction juive est celle dans laquelle on se tourne en ayant devant soi l'Est, et pas comme on l'a sur nos cartes, on a l'impression qu'on a devant soi le nord, et à droite et à gauche l'Est et l'Ouest. C'est comme ça qu'on a les cartes modernes qui ont été écrites. Mais dans la conception de la Torah, on a Kadima, devant soi, l'Est. Et donc, on a au sud, à droite, la droite, et le sud est à la droite de celui qui regarde la carte. Et par conséquent, au sud, on a le sud est appelé Théman. Mitzafon ou Miyam. On l'a lu dans le Mizmor de Pessah. Mimizrach ou Mimarab, Mitzafon ou Miyam. Pourquoi on nous dit Mitzafon ou Miyam? Tzafon, c'est à gauche, et Miyam, c'est Miyamin. Et le mot yamin, d'ailleurs, n'est que comme on a katan, yamin. L'eau, le côté fertile, la mer, quand on se trouve dans le désert, qui se trouve au centre de la péninsule arabique, eh bien au sud, d'ailleurs on appelle ça Arabia Felicia, pour parler justement du Yémen, qui prend son nom au Théman en hébreu comme étant des terres plus fertiles, qui sont plus arrosées, qui se trouvent plus proches justement de la mer et de l'océan Indien. Par conséquent, on a le Yamin, qui est celui qui est plus arrosé, qui est plus fertile, à la différence du nord, qui est quelque chose de beaucoup plus aride. Et c'est dans cette même idée-là qu'on a le mot Yamin, qui s'est transformé en étant la Hatzlacha, la Bracha, on pourrait dire, et on a beaucoup de noms qui sont appelés sous ce nom-là comme Maïmon, c'est Matzliach, Mas'oud, Saadia, tous ces noms-là, Mazal Tov, Mazal, tous ces noms-là sont des noms qui correspondent à la Bracha de la Hatzlacha. Et donc la Mimouna est une Bracha dans laquelle on dit, c'est la fête dans laquelle on va justement parler de cette Hatzlacha, de cette Bracha, du bon Mazal. Mais pourquoi? Et c'est là qu'on va commencer à essayer de donner du sens à tout ça. En quoi et dans quel niveau, à quel registre peut se lire justement cette bracha, peut se lire ce rajout de fête Béné des Morada que disait tout à l'heure le Talmud Yerushalmi, cette nouvelle fête engendrée par la première fête. Il me semble qu'on peut proposer 4 grilles d'interprétation différentes à ces différents minagim-là, du lait, des gerbes d'orge, des fèves et de la farine. La première est au sens premier, justement, de la Hatzlacha, du Mazal, et se lie avec la Bracha de la nature, avec le monde du naturel, du printemps qui arrive, de la nature qui commence à fleurir, qui commence le Chodesh Aviv. On doit célébrer Pessah en ayant le Chodesh Aviv. On est dans le début des récoltes. Avec le Homer, on commence le début des récoltes, de l'orge, du séorim, on arrivera à Hagakatsir un peu plus loin, et donc du coup, on est en train de faire différentes pratiques qui évoquent justement le rapport qu'on a vis-à-vis de la bracha à la nature. Et là, c'est quelque chose de très simple. C'est le premier, j'allais dire, le niveau le plus rudimentaire de la compréhension de ce qu'on fait. Le lait est bien entendu l'aliment premier de l'enfant.
C'est l'aliment qui contient tous les aliments. C'est celui qu'il tète dans le sein de sa mère et qui représente, ne serait-ce que par sa blancheur, l'ensemble de toutes les potentialités de ce qui va pouvoir venir. C'est par définition ce qui manifeste le début, le symbole de la vie, le symbole de ce qui va pouvoir finalement donner l'ensemble de tous les aliments à travers un seul aliment. Vous remarquerez d'ailleurs, et ce serait le sujet de long développement, j'évoque simplement le sujet, nous avons une interdiction de mélanger le lait et la viande. Or, pour quelle raison on ne doit pas mélanger le lait et la viande? Le Rambam explique en disant, parce que c'est un roc, et c'était la pratique avec les idolâtres. Les idolâtres anciens, les Cananéens, mélangeaient le lait du chevreau dans le sang de la mère, j'allais dire, pas, comment dire, le chalav imo. Or, il y a quelque chose de particulier, c'est justement le mélange dans lequel l'élément de vie et l'élément de mort, l'un célébré, manifesté, symbolisé par le lait qui donne la vie, l'autre manifesté par la viande, par le sang qui a été versé pour obtenir l'animal qu'on va manger, eh bien, on ne mélange pas les deux éléments, l'élément qui donne la vie avec celui qui donne la mort. Le monde païen a, j'allais dire même, fait le culte de la nature telle qu'elle est, dans laquelle, parfois, pour donner la vie, eh bien, la nature fait pourrir la graine dans la terre pour finalement faire refleurir le monde. Eh bien, à l'instar de la nature, fait d'un ensemble de cycles de prédateurs et de proies, certains meurent, d'autres vivent, et ce sont les différents cycles de la nature. La position de la Torah est dans le tikkun de la nature. Par conséquent, on ne fait jamais le culte de la mort pour pouvoir obtenir la vie. On ne mélange jamais le lait et la viande. Le lait étant le symbole, justement, de la vie qui commence à naître, de la vie qui commence à éclore. De la même manière, les shibolim et le blé, l'orge, est le symbole même de la base même de l'alimentation après le lait, le pain, la récolte qui nous permet de pouvoir survivre. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a une évolution très comment dire, directe, puisque l'enfant, quand il commence à manger, d'abord prend le lait, ensuite va manger certaines farines, certaines céréales, et ensuite va se développer un peu plus. Voilà deux éléments qui manifestent la base même de la vie dans son aspect le plus matériel. Ces deux éléments-là sont présents pour nous, sous la forme de ce que la terre apporte et sous la forme de ce que le lait qu'on obtient de l'animal. Mais il y a quelque chose de supplémentaire. On nous dit, mais ça ne suffit pas. Il faut, pour pouvoir célébrer la renaissance de la nature, d'avoir à la fois la farine et à la fois les écosses les cosses de fèves qui sont là pleines avec leurs différentes graines. Deux éléments complémentaires. Et on les plante les fèves dans la farine pour une raison particulière. Ce qui est important dans les fèves, c'est justement qu'il y ait cette gaine, ce fourreau, cette enveloppe dans laquelle se trouvent les différentes graines. Dans le monde de la nature, il y a quelque chose de plus profond que simplement ce qui est apparent. Il y a des graines plus intérieures. Il y a quelque chose à développer. Il y a quelque chose qui nous semble être caché que nous devons développer. Nous devons ouvrir le tarmi, la cosse, pour justement essayer de trouver l'intérieur. Tout le processus alimentaire, dans son aspect biologique, je commence encore une fois, je ne suis pour l'instant que dans l'aspect le plus rudimentaire, dans son aspect purement biologique, est composé du fait de pouvoir justement décortiquer différents aliments pour en tirer les substances nutritives. La force alimentaire, c'est de décomposer les différents nutriments qui se trouvent dans ce que nous mangeons pour pouvoir les intégrer dans le corps. De tout ce que nous mangeons, les fèves symbolisent que la nature telle qu'elle est n'est pas quelque chose de terminé. C'est juste simplement le début, à nous de poursuivre. Et la farine, de l'autre côté, eh bien, c'est la complémentarité de cette chose-là, pour une raison très simple, eh bien, c'est que faire de la farine à partir des blés, c'est transformer le monde naturel en quelque chose de travaillé qui va nous permettre de participer avec Akadosh Baruch Hu à la création du monde. Nous connaissons tous l'explication des Chachamim, Asher bara Elohim la'asot, nous devons continuer, poursuivre avec Akadosh Baruch Hu la nature. Au niveau naturel, quelles sont les œuvres les plus grandes? Le Midrash nous dit, entre celle d'Akadosh Baruch Hu et celle des hommes, Akadosh Baruch Hu a fait le blé, mais c'est l'homme qui fait le pain en le transformant en farine. Voilà ces deux éléments-là qui sont présents et qui sont associés l'un avec l'autre pour parler, d'une part, avec les cosses de fèves au début de ce qu'on trouve dans la nature, et ensuite le kémar dans le début de ce qu'on est en train de travailler pour essayer de continuer à développer et à utiliser cette nature-là.
il y en a 7 shibolim, 7 gerbes de blé, 7 épis de blé dans la gerbe qu'on ramène pour faire les brachot sur les enfants, comme il y a 7 causes qu'on trempe dans la farine, comme il y a 7 jours de la création du monde auquel l'homme participe. Voilà le chiffre 7. Je vais revenir tout à l'heure plus en détail dans les retombées de la chose, puisque je dis 7 dans le travail de la nature, mais si on parle de la Mimouna, on se retrouve dans le 8e jour, pas dans le 7e jour. Il y a 7 jours et la Mimouna, c'est le 8e. Voilà, première lecture de ces différents minagim dans son sens le plus basique. La atzlacha, la bracha de la nouvelle année au niveau de l'agriculture, au niveau de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner. Mais ça ne serait quelque chose simplement de cet ordre-là, on serait encore très bas, puisque c'est la suite de la fête de Pessah, et il y a derrière ça un deuxième niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture est entièrement lié à la fête de Pessah. Et tous ces éléments-là sont des éléments profondément liés à la sortie d'Égypte et profondément à l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors, je recommence. Les shibolim. Mais il n'y a pas si longtemps, je crois que la dernière fois où nous avions étudié le Seder, en parlant du Karpas, eh bien, on évoquait l'affaire de Yosef. L'affaire de Yosef, qui est l'origine de la sortie d'Égypte, commence par le fait que dans le rêve de Yosef, Anarnou, mais Alémim, Aloumim, on est en train de ramasser les gerbes de blé. C'est un rêve très intéressant, d'autant plus que c'est un rêve pour les frères de Yosef totalement surréaliste. Il s'agit de bergers, il ne s'agit pas d'agriculteurs. Pourquoi est-ce que Yosef est en train de rêver de voir ses frères faire de l'agriculture? Il a déjà en tête le fait de descendre en Égypte, le fait de ramasser les différents blés pour survivre dans la période de farine. Il y a déjà Yosef ou Amashbir, les Chol Haaretz. Il y a déjà les rêves de Pharaon qui sont eux aussi, entre les vaches et les gerbes de blé, qui représentent encore une fois toute l'histoire du peuple juif, qui est peut-être faible, maigre, léger, qui n'ont pas le côté repu des différentes vaches, des différents épis, mais qui ne sont pas simplement les années de famine qui vont finalement avoir raison de toutes les années d'abondance, mais qui sont aussi le peuple juif, petit peuple des ghettos d'Égypte, qui finalement va continuer à survivre quand le peuple égyptien sera complètement perdu. Voilà qu'à travers l'idée des Shiboulim, on pourrait développer toute une lecture de l'histoire de Pessah. Et vous allez voir que ça continue tout à l'heure. En tout cas, voilà la Galoute, le départ en Égypte. Voilà la Géoula, le rêve de Paro qui va permettre de sortir d'Égypte, qui se lie à quelque chose d'essentiel, puisque ces explications sont liées les unes aux autres, à la Parnassa, au fait qu'on ait justement l'abondance dans les champs. Deuxième point, c'est le lait. Le lait, le peuple juif, lorsqu'il sort d'Égypte, est comparé à un enfant, à un nourrisson qui est justement en train de boire au sein de sa mère la parole d'Akadosh Baruch Hu. Moshe lui-même est appelé sous deux niveaux, comme pour tout à l'heure pour le blé. On avait le blé du départ en Égypte et le blé du rêve qui va nous faire sortir d'Égypte. Eh bien, on a pour le lait, on a le lait de Moshe qui, lorsqu'il est tout petit, on a besoin d'une Isha Mineket Mina Ivria. L'histoire de Moshe commence par la grandeur de femmes juives, Shifra et Poua, qui continuent à lutter pour donner la vie dans une période de mort. Mais on a aussi le moment dans lequel ces femmes juives, Yocheved et Myriam, continuent à donner, à alimenter, à donner du lait à Moshe qui risquerait de se perdre chez Vitia, fille de Paro. On a donc le lait qui est chez Moshe au départ, mais on a Moshe qui devient lui-même. Rappelez-vous de ce passouk extraordinaire, lorsque Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, comment tu m'as ordonné sa ehu bechekecha kasher isa omen et ayonek. Comment je dois, moi, continuer à porter le peuple juif dans mon sein comme porte un nourrisson chez sa nourrice. C'est quelque chose d'absolument intéressant, l'idée de Yenika, et qui d'ailleurs se retrouve dans le désert. Et encore une fois, je fais rapidement parce que ça devrait être très longuement élaboré. Il y a quelque chose de très surprenant dans la marche des Béné Israël dans le désert qui est lié au lait. Lorsque le peuple juif, Moshe dit, comment tu me demandes de m'occuper de ce peuple qui a rien que des revendications pour manger de la viande, miachilenu bassar, alors que moi tu me demandes de l'allaiter, kasher issa omen et ayonek. Le peuple juif a quelque chose de très surprenant. Il dit la chose suivante, Zacharnu et adaga akishuim ve'ashumim. On se rappelle du poisson, des courgettes, de tout ce qu'on pouvait manger comme légumes en Égypte, miachilenu bassar, qui nous donnera à manger maintenant de la viande. Il faut savoir,
Si vous mangez de lait, du poisson, eh ben, demandez du poisson. On dit, vous n'aviez pas de viande. Pourquoi tout d'un coup, il pense à quelque chose d'autre? On pourrait suivre l'avancée des Bnei Israël dans le désert sous le mode de l'avancée, de la progression alimentaire d'un petit nourrisson, petit à petit, avec les différentes étapes de la vie. On commence par boire du lait. Moshe est celui qui est Issa, Omen et Tayonek. Le peuple juif, mais nous, on a déjà passé l'étape du lait. Après le lait, on est déjà passé avec les différentes farines et différentes daïsot et binéem. On a passé les légumes, les kishouim et les choumim et la vatirim. On a passé le poisson. Il faut maintenant commencer à... Cette crise d'adolescence se traduit par la façon de s'alimenter. On voudrait maintenant manger de la viande. Et malheureusement, vous n'en avez pas encore l'âge. Vous n'êtes encore que des jeunes qui ne peuvent pas encore s'alimenter à la façon, comment dire, de l'adulte. La façon de manger est évoquée de cette manière-là. Mais c'est plus profond que ça encore. Dans la description du peuple juif qui sort d'Égypte, qui sort dans la mer Rouge, on nous dit la chose suivante. Goy mikerev goy. À quel jour où est sorti le peuple juif? Un peuple des entrailles d'un autre peuple. La mer s'est ouverte comme la mère s'ouvre pour laisser naissance à l'enfant qu'elle est en train d'enfanter. La mère s'ouvre et le peuple juif, d'ailleurs, le mot même qui est employé par le Mizmor, que tout le monde connaît, Betzet Israël Mimitzraïm Bet Yaakov Me'am Loez, s'emploie le mot Betzet, pas simplement la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzraïm, mais dans la Torah, le mot Yetzia est le mot qui s'emploie pour parler de la naissance. Vayetze Arishon Adboni Kulo Ke'asderet Sear, Vachachen Yatsa Achiv, Veyatseu Yeladea. C'est le moment pour dire le moment de la naissance. Betzet Israël Mitzraïm, c'est le moment où il y a justement le nourrisson qui apparaît. Et d'ailleurs, dans le Navi Yeheskel, qu'on a lu le soir du Seder dans la Haggadah, va Evor Alaïr, va mitbossé set bedamaïr. Le peuple juif est comparé à un nourrisson qui a été abandonné et qui est là encore, juste après la naissance, en train de se retourner dans son sang. Une jeune, comment dire, bébé qui petit à petit a grandi, après l'avoir vu, Akajrou l'a pris, et elle a grandi, Vatirbi, Vatigdeli, etc., la suite du Basou. Encore une fois, l'image est l'image de la naissance avec le lait qui est en train d'alimenter l'enfant. La manne elle-même, on nous dit la chose suivante dans le passouk. Veta'amo keta'am leshad hashamen. Elle a le goût du leshad hashabem. Alors, après, on dirait leshad comme l'échède, comme le goût de l'huile. Non, le Midrash nous dit leshad milachon shad. Shad, c'est le sein de la mère. Ma'ashadazé. De la même manière que le sein, l'enfant goûte tous les goûts que la mère peut manger, parce que le lait prend le goût de l'alimentation de la mère. De la même manière, la manne avait ce même goût. Là, on a fait un court-circuit très rapide. On est dans la manne. La manne, a priori, c'est quelque chose qui serait plutôt, comment dire, je dirais, le pain miraculeux du désert. Eh bien non, il est comparé au lait maternel. Et de la même manière, lorsqu'on est le soir du Seder, on prend maintenant ce lait. Rappelez-vous le minag. On le met devant la porte. Rabbi Shlomo Zorafa. On le badigeonne sur les portes. Alors, il faut voir à quel point, au début, on aspergeait un peu sur les linteaux des portes, et puis ensuite, on a laissé simplement une coupe de lait pour rappeler cette idée-là devant la porte. Comment s'est déroulée la sortie d'Égypte? Lorsque le peuple juif, après avoir fait le Korban Pessah, a fait la Hazza'a, a aspergé les deux linteaux des portes, les jeté à Mezuzot vers Mashkov, le sang du Korban, le sang qui symbolise la mort, qui symbolise l'esclavage, qui symbolise le dévouement, la messirut nefesh du peuple juif, pour risquer sa vie en tuant les divinités égyptiennes. C'était bon pour le premier jour du Seder. On parlait à propos du Karpas, du Haroset, le sang dans lequel on trempe. Lorsqu'on est maintenant le 7e jour, la fin de Pessah, c'est la vie, c'est le lait qu'on va mettre sur nos portes. Ce n'est plus ce qui était justement la coupure de l'Égypte, mais c'est ce qui va finalement donner l'alimentation à l'enfant nouveau que nous venons de naître, à l'enfant qui est nous-mêmes, qui sont maintenant dans nos maisons, en train d'essayer de célébrer l'attente de la nouvelle ère qui devrait s'ouvrir avec la venue d'Eliyahu Hanavi. Voilà le lait qui est sur les portes, qui donne cette même idée-là. Mais encore un point. Alors je disais les gerbes, le lait et les fèves. Alors les fèves sont très intéressantes parce qu'il y a un midrash très surprenant. On se dit mais comment les chachamim, mais c'est là où ça vous montre comment on est très 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 loin de toutes les superstitions, de tous les côtés folkloriques. C'est quelque chose qui est profondément réfléchi. Pourquoi? Pour manifester les cosses qui contiennent les graines, on a pris particulièrement ce légume-là. On aurait pu en prendre plein. Or, il y a un midrash particulier. Lorsque les frères de Yosef annoncent à Yosef que Yaakov est encore en vie,
Et ils disent, Yosef à la fin dit d'aller ramener Yaakov. Et il dit à ses frères, Ve'etena lachem et tuv Mitzraïm. Je vais vous ramener de l'abondance de l'Égypte. C'est quoi ce tuv Mitzraïm? On se serait dit, c'est comme tuv Mitzraïm, le blé, la récolte, pour qu'il puisse supporter. Non, non, c'est juste pour le ramener maintenant en Égypte. De quoi s'agit-il ce Tuv Mitzraïm? Midrash Bereshit Rabbah, sur le pasuk Betuv Mitzraïm, il dit Zegris Shelfoul. C'est un grain, justement, de fèves. Pourquoi des fèves? Qu'est-ce que Yosef pense à envoyer des fèves? D'abord, déjà, ça nous montre que ces fèves-là sont authenticité de cette habitude des fèves. Mais pourquoi ces fèves-là? Très intéressant. C'est déjà amené Yaakov en le préparant à la fin de l'histoire. C'est le symbole même du printemps qui va éclore, qui va sortir de ses cosses pour donner justement son fruit. De la même manière, la sortie d'Égypte au moment du printemps est celle dans laquelle la nature elle-même éclore à l'instar de ces fèves-là. Donc le Midrash lui-même prend ce Midrash-là pour nous parler de quoi? Eh bien, pour nous parler, d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, on parle, en général pour les fèves, on ne parle, le nom des fèves c'est Foula Mitzri. C'est quoi le Foula Mitzri? Eh bien, comme la fève éclosore le grain de la cosse qui la retient prisonnière, on a le printemps qui fait éclore de la nature, de la terre, les différentes richesses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et le peuple juif, on est dans la deuxième lecture de tous ces minagim-là, la sortie d'Égypte, enfermé comme la plante dans son hiver qui va s'ouvrir au printemps, le peuple juif enfermé dans son Égypte va finalement éclore pour sortir de l'Égypte. Le fait d'extraire dans ce midrash-là le Foula Mitzri de ses cosses, c'est le symbole même du peuple juif qui va finalement ressortir. Et d'ailleurs, remarquez qu'on a encore un autre minag, ça s'appelle Birkat HaIlanot. Et dans Birkat HaIlanot, on fait la bracha. Alors, il y a Tou Bishvat, où on a le début de la sève qui commence à alimenter les arbres. On la voit même pas. À l'intérieur, c'est une date qui tombe et on nous dit c'est le moment où la nouvelle année commence à alimenter, à préparer les fruits nouveaux. On les a pas encore vus. Lorsqu'on arrive à Pessah, on fait Birkat HaIlanot. Les fruits ne sont pas arrivés, mais la fleur est arrivée. Et on a encore les fleurs avant que les fruits n'arrivent. Et on nous dit, c'est pour nous parler justement du renouveau, pas simplement du printemps et des arbres, mais des neshamot qui reviennent à la vie. Comme au printemps, la nature se réveille, de la même manière, historiquement, le peuple juif se réveille à ce moment-là, et l'ensemble de tous les juifs, peut-être endormis ou oublieux de leur identité, se révèlent à ce moment-là. Et l'image qui est évoquée, c'est encore une fois ce foule à Mitzri. Alors maintenant, si je vous manque le dernier élément de ces foules-là dans la farine, c'est quelque chose qui, quand même, pour l'Égypte, est assez évident. Toute la fête de Pessah tourne autour de la façon de faire le pain. Tout autour de la farine. Cette farine-là, du chametz ou de la matzah, jusqu'à un certain point, et je le dis encore rapidement parce que c'est un sujet très long, on n'a pas souvent assez conscience que la raison basique, la plus simple, pour laquelle on ne mange pas de chametz à Pessah, on ne mange pas de pain levé, c'est que les inventeurs du pain levé dans tout le Proche-Orient, ce sont les Égyptiens. Qu'avant que l'Égypte n'invente avec de grands fourneaux le pain, eh bien, on ne mangeait que des matzot. On ne mangeait que des pains qui n'avaient pas levé. Et le pain levé est une invention extraordinaire. C'est ce qui permet de faire durer la possibilité de conservation de l'aliment. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les pitotes. Alors, et c'est très intéressant parce que là, il y a quelque chose qui s'est renversé. Je vous le dis rapidement, c'est un chiour entier sur la définition du chametz. Mais le principe est le suivant. Aujourd'hui, le pain se dessèche et les matzot sont durs et donc restent longtemps. C'est exactement le renversement du départ de ce qui était à l'origine. À l'origine, les matzot sont quelque chose comme une sorte de pita un peu molle, mais qui durcit très rapidement et qui n'est pas monté. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui quand on parle des matzot rakot qui sont redevenus un peu à la mode. Il faut les congeler, les sortir du congélateur, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, immangeables. Parce qu'ils n'ont pas justement fermenté, ça devient quelque chose de très dur. Le pain, par contre, par le processus de fermentation, eh bien, ne pourrit jamais. Ça, c'est un point très important. Prenez un fruit, laissez-le au soleil, au bout de quelques jours, eh bien, il va pourrir. Prenez un morceau de pain, il ne pourrira pas. Et si vous l'avez laissé dans un sac fermé avec de l'eau, alors c'est l'eau qui va effectivement se mettre à pourrir. Mais le pain, lui, non, il va se dessécher. Mais vous pourrez toujours faire des toasts, vous pourrez toujours faire râper votre pain pour obtenir de la panure et vous pourrez toujours le manger. Il reste consommable. L'Égypte a inventé la possibilité de faire durer les aliments plus longtemps. C'est ça l'idée du pain, qui est marmitz.
Alors que la farine, que la matzah, c'est ce qui est justement l'idée de base, ce qui ne peut pas justement tenir longtemps. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Mais l'idée de cette idée-là est tout le temps liée à la farine. Or, ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante. Lorsque nous sortons d'Égypte, on a mangé leur matzah, on a laissé tomber le pain, on va remanger le pain. Le soir de la fin de Pessah, on retrouve sur l'élément premier. Avant qu'il ne soit pain, avant qu'il ne soit matzah, il était d'abord farine. La farine est le moment dans lequel on réécrit à nouveau toute l'histoire à son premier temps. Avant même qu'on arrive à cette différenciation dans la manière de le cuire, on retrouve le point de départ. L'Égypte peut reprendre son départ et peut-être peut-on réécrire différemment l'histoire du pain. Il faudrait la raconter très longuement. Vous savez qu'à la fin, on va quand même manger du pain au Beth Amikdash, puisqu'on amène les Shna Alechem pour le Korban de Shavuot. Donc on n'a pas perdu totalement espoir dans ce développement culinaire, mais il y a une façon de le traiter. Voilà que la sortie d'Égypte est composée à la fois des gerbes de blé qu'on trouve chez Yosef, qu'on trouve en Égypte, qu'on trouve dans toute l'affaire de la famine par laquelle commence la descente en Égypte. Elle est composée par le lait qui représente la nature du peuple juif qui est tout jeune nourrisson. Elle représentait aussi, par le travail qu'on a vis-à-vis de l'Égypte, entre le pain d'une part et entre la possibilité d'éclore et de sortir d'Égypte sous la forme de ces fèves qui sont dans l'Écosse. Il y a encore un point, peut-être, je dirais, une nuance de cette explication-là, qui est très importante parce qu'elle est profondément liée à Pessah, c'est l'idée de la solidarité dans le peuple juif. Et je donne un point particulier très important. Les Shibolim sont les Shibolim de Yosef. On se rappelle, on en a parlé la dernière fois, de manque de fraternité dans cette famille entre Yosef et ses frères. Naserou misé, le Midrash nous dit, Naserou mina achva, et achai anochi mevakesh. Voilà que les blés de la dispute, ceux qui ont justement créé la dissension entre les frères, ce que Yosef va ramener dans les ânes, sur les sacs qui sont dans les ânes des frères et qui vont recréer à nouveau Binyamin, etc., le drame dans l'histoire de Yosef, se sont transformés en tikkun. Les blés ont quelque chose de particulier sous forme de blé à Pessah. Et ça, c'est important, on l'oublie. C'est pas simplement la matzot et le chametz. Avant que Pessah n'arrive, on a d'abord les blés de l'entraide dans le peuple juif, de l'aide aux plus démunis. Ça s'appelle hitim shel Pessah, marot hitim. Ou si vous voulez, pour le deuxième élément, pas des blés pour lorsque chacun pouvait lui-même moudre son blé pour faire sa farine et son pain, eh bien on appelle ça kimcha d'épisra. Mais la farine est présente. Kimcha d'épisra, on ne peut commencer la fête que si on a d'abord réfléchi, pas à garder son paquet de pâtes dans l'armoire, mais à se séparer de son kémar pour le donner aux pauvres qui pourront l'avoir avant Pessah pour faire ça, les matzot. Voilà que Ma'ot Hitim, kémar, c'est le symbole même de ce qui nous fait le tikkun, de la raison pour laquelle on est sorti en Égypte. Le rani, qui est comme un peu comme ce pain qui n'a pas monté, avant que les tafar, le lechem roni, justement, c'était le sens, ce côté premier, est lui-même symbolisé par un des chachamim très intéressant, qui était un rabbin d'Algérie de la moitié du XXe siècle, Rabbi Yeshua Laloum, qui a d'ailleurs été enterré ici en Israël. Il y a une iloula qui lui est faite. Il y a une très belle explication où il dit on a une mauvaise manière d'entrevoir le plus démuni. C'est qu'on a l'impression qu'on est tous égaux, qu'on est tous les mêmes. Mais en fait, quand on voit les doigts de la main, alors il a une petite chose amusante, mais il y a quelque chose de très profond là derrière. Il dit, quand on ferme la main, on voudrait garder tout, on dit, tous les doigts sont à la même hauteur. On a l'impression qu'on est tous en fait les mêmes. Et donc on garde son argent. Comme moi j'ai travaillé, lui aussi aurait pu travailler. Mais quand on ouvre sa main pour la donner, pour essayer justement d'apporter quelque chose à quelqu'un, on se rend compte qu'on a des doigts plus grands, plus petits, que chacun a sa dimension. Donc il dit, Patoar tiftach et yadecha. Quand vous prenez la cosse, avec les graines de fèves au milieu. Mais la cosse nous cache le nombre de graines. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Elle est là, on le voit à peu près. Le pauvre est comme cette cosse dans laquelle on ne voit pas véritablement tout ce qu'il a à l'intérieur. Il nous semble être présent de façon, comme tout le monde. Mais quand on l'ouvre, on se nombre. C'est une famille nombreuse. C'est quelqu'un qui a une autre richesse que simplement la richesse qui se montre. Il n'est pas là pour faire ostentatoire et démonstration de tout ce qu'il a. Mais dans son intériorité, il y a peut-être beaucoup plus que simplement cette apparence d'une seule cause. Sachez ouvrir dans l'entraide vis-à-vis des pauvres les différentes causes humaines pour pouvoir à travers, pas le vêtement de Yosef qu'on va tremper dans le sang, mais au contraire le vêtement qui recouvre les différentes valeurs et richesses humaines qui se trouvent derrière les différents juifs que vous pouvez rencontrer. Voilà que les foulines prennent quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et le lait
Et là, ça devient le summum de la conduite qu'on doit avoir. Tout à l'heure, je disais, on a le lait, la nature, il y a le blé, il y a le lait, les choses essentielles. On en a plusieurs des choses essentielles dans la nature. Alors, on pourrait dire le lait pour la boisson de base, qui donne tous les aliments dans le lait, le pain dans l'aliment de base, tous les repas sont accompagnés par le pain. Oui, mais on a aussi des aliments qui ne sont pas les aliments de base. Par exemple, le Shabbat, on fait le pain et le vin. Et le vin, c'est vraiment l'inverse de ce qui est la chose de base. C'est le luxe. C'est la chose qu'on pourrait s'en passer. C'est la façon dans laquelle on se saoule. On utilise pour faire la bracha à Kadosh Baruch Hu à la fois le pain de base, d'essentiel de l'alimentation, et à la fois le vin, qui est la kedusha, qui est ce qui nous donne justement la possibilité de s'en livrer. On fait le kiddush avec ce qui est le luxe. Or, il y a un très beau passouk. Des vaches, vechalav, tachat les shoder. J'évoquais tout à l'heure que les différentes friandises du soir de la Mimouna sont toutes mêlées avec du miel, avec des confitures, avec des choses. Or, on nous dit des vaches, vechalav, tachat les shoder. Pourquoi le miel et le lait sont sous ta bouche? C'est que dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu soutiens par tes paroles celui qui en a besoin, il y a à la fois le lait, de l'essentiel, fondamental, de la nécessité, mais il y a aussi le miel qui est totalement superflu, qui est juste les friandises, qui est juste le côté, le luxe, le côté plus agréable à goûter, mais les deux doivent être présents pour celui que tu rencontres. Et ça a été dit noir sur blanc dans la Torah, dans la bracha de Yehuda, par Yaakov, à la fin de Sefer Bereshit, Chachlili einaim miyayin, Ulven shinaim mechalav, qui est un passouk merveilleux. Chachlili enaim, tes yeux sont plus rouges que le vin et tes dents plus blanches que le lait. Alors on se dit, il a les yeux plus rouges que le vin, c'est un soulard, un poivreau, il est complètement perdu, il a tellement bu de vin qu'il a les yeux rouges. Pas du tout. Chachlili enaim miyayin, Ulven shinaim mechalav, ça veut dire la chose suivante. Dans ton sourire, dans ton affection, dans la chaleur humaine que tu présentes à celui qui en a besoin, ton sourire, tes yeux doivent être plus chaleureux que le vin que tu pourrais lui donner à boire, doit lui donner plus de joie que si tu lui apportais que du vin. Et le blanc de tes lèvres, c'est pas le blanc parce qu'il est bien, il a blanchi, les gens se font aujourd'hui le blanchissement des lèvres, pas du tout. C'est que ton sourire est un sourire qui lui donne plus de consistance, plus de solidité que le lait. Voilà que le lait, le vin, le miel sont la manière même de se conduire vis-à-vis de l'autre. Vous voyez qu'on a commencé par l'idée de la nature, on continue avec celle de Pessah et on donne une petite nuance particulière dans celle de Pessah qui est liée dans le côté humain du rapport vis-à-vis de la solidarité à l'intérieur du peuple juif. Mais si on ne disait que ça, j'allais dire on n'aurait rien dit. Pourquoi on n'aurait rien dit? Si on ne s'arrêtait qu'à ce niveau-là, eh bien on serait encore dans les différentes considérations humaines, historiques, morales, éthiques. Mais la Torah, c'est bien au-delà de tout ça. Ça, c'est que le début pour commencer à avancer. S'il y a à toute cette fête, à toute cette pratique, à tous ces minagim-là, quelque chose de fondamental et d'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose de profondément spirituel derrière tous ces minagim-là. Et on arrive à la quatrième explication. Pas simplement la nature, pas simplement Pessah, pas simplement l'entraide et la chaleur des rencontres le soir de la Mimouna où on invite tout le monde, où tous ceux qui se sont séparés dans les différentes séparations des Khumra de Pessah peuvent enfin se retrouver. Ceux qui ont passé la mer peuvent dire alors vous avez bien traversé la mer, on se retrouve de l'autre côté. C'est très bien tout ça, mais il y a quelque chose de plus profond. Ce qui est le plus profond, c'est que tous ces éléments-là sont des éléments symboliques de la Torah et symboliques de l'ascension spirituelle de Pessah vis-à-vis de Shavuot. Alors le premier, le plus simple, c'est le blé. Le blé et la farine sont le symbole même de la chorma. Et on l'a de différentes manières d'ailleurs. L'enfant, quand il commence à parler, on nous dit l'enfant commence à avoir la parole, c'est-à-dire la possibilité de dire quelque chose, de sortir un mot, d'avoir en lui la potentialité de l'esprit au moment où il goûte Ta'am Degan. On appelle l'étude de la Torah Girsa de Yankuta, un mot merveilleux. Vous savez, c'est quoi Girsa de Yankuta? Yankuta, c'est la façon dont le nourrisson commence à découvrir de nouveaux goûts. Il s'agit des nouveaux goûts du nourrisson, mais pour nous, il s'agit des nouveaux goûts des explications de la Torah. Alors, chaque année, on pourra trouver une nouvelle explication. Girsa de Yankuta, c'est lorsque le Yankuta, le nourrisson, est gorès. Il commence à mâcher, maintenant on lui donne un peu des différentes céréales, et puis il commence à goûter ces céréales, comme on est gorès, un nouveau texte, un nouveau passage, une nouvelle étude, une nouvelle compréhension des minagim qu'on a. Voilà l'image qui est donnée, c'est l'image du goût de cette girsa de Yankuta. Mais ça va plus loin que ça. Il n'y a pas que les shibolim, il y a le kemar, cette farine. Or, il faudrait parler, et encore une fois, là je vous dis, le temps est assez avancé, il faudrait parler très longuement
de le rapport qu'on a vis-à-vis de la connaissance sous le mode de la farine et du fait de pétrir une pâte. C'est quelque chose de très important. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est la tahina. C'est prendre un élément, le grain de blé, et le moudre pour en faire une certaine farine. Je disais tout à l'heure, c'est la façon de le processus alimentaire, où on décompose les aliments pour pouvoir en prendre ce qui peut être pour nous pas simplement comestible, mais utile pour notre santé. Mais c'est plus loin que ça, c'est plus profond que ça. La possibilité de décomposer en parties fines un problème ardu, mais c'est la base même de la chorma. Toute la chorma, c'est de prendre un problème, j'allais dire retourner au discours de la méthode, eh bien on prend un problème très long en le décomposant en autant de parties petites qu'on est capable de supporter, qu'on est capable d'analyser. Et donc, le fait même de parler de la farine, c'est la possibilité d'avoir deux choses. Un, de décomposer en parties, et deuxièmement, de pouvoir ensuite les mêler avec quelque chose d'autre pour créer du nouveau. On mêle avec l'eau, on fait de ces différentes parties une pâte, et lorsqu'on est en train de pétrir la pâte, on est en train de tirer, j'allais dire, d'élargir, de pousser jusqu'au bout l'idée qu'on peut travailler pour essayer de la ramener vers son point de départ et à tourner à nouveau. Et on tourne la pâte et lorsqu'on voit cette pâte qui est pétrie tous les Shabbats, on se dit c'est pas simplement la sagesse culinaire de la façon de préparer le pain du Shabbat, mais c'est une sagesse particulière, celle de la femme qui sait que les problèmes ne sont pas un problème qu'on démêle, que ne sont pas simplement des problèmes qu'on éclaire. Je vais dire l'image même de la chorma, qui est celle dans laquelle on est dans l'image. Je disais tout à l'heure, on met ces blés-là sur les lustres. Oui, sur les lumières, sur les lampadaires, sur là où la chorma, imagée par la lumière. Oui, mais il y a une chorma de la lumière, il y a une autre chorma, j'allais dire touffue, ardue, dans laquelle on ne fait que mêler différents fils. On ne fait pas de démêler une pelote emmêlée, mais on est au contraire en train de prendre différents fils pour créer une tapisserie qui est beaucoup plus complexe à l'arrivée qu'au départ. Lorsqu'on est en train de prendre ces différents morceaux de kémar pour en faire finalement le pain qui est le résultat de tout ce qui est en train d'être conçu, eh bien on est dans un processus profond de chorma qui est symbolisé d'ailleurs par la grandeur de l'acte de l'homme par rapport à l'acte d'Akadosh Baruch Hu. Je rappelais tout à l'heure, Rabbi Akiva est ton Soufous, qui est plus fort, l'acte des hommes ou l'acte d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous donne la nature, nous faisons le tikkun de la nature en allant plus loin. Et en allant plus loin par cette nature, en créant le pain, eh bien on appelle ce lechem roni. Le pauvre de tout à l'heure, celui qui semblait n'avoir rien parce qu'il est simplement une cause extérieure, eh bien, profondément, le Torah nous dit Izaharu pivne aniim shemehem tetze Torah. Prenez garde à tous ceux qui semblent être des bnei aniim, qui semblent être des démunis, mais qui en fait portent en eux beaucoup plus de Torah parce qu'ils ont plus que quiconque la conscience de leur fragilité. Ils ont peut-être plus que quiconque la possibilité de s'enrichir, de développer, de connaître et d'approfondir la Torah. Voilà que le blé, la farine se rattache pour nous avec l'idée de l'huile, avec la possibilité d'éclairer la chorma. Et le lait, eh bien le lait, c'est l'exemple, c'est la suite même, le rapport vis-à-vis de la Torah. J'évoquais tout à l'heure la manne, dans laquelle on boit de la manne, on mange la manne et on le dit les chad hachamel. Il y a un passouk extraordinaire du Sefer Michelet, où on nous décrit la chorma sous la forme du lait qui est on s'abreuve au sein de la mer. Dadea yeravucha bechol et. Ces saints te donneront le lait, apaiseront ta soif à chaque instant. Pourquoi? Parce que à la mesure où l'enfant tète du sein de sa mère, le lait lui-même est créé. À la façon dont l'enfant creuse, dont l'homme approfondit la Torah, les sens de la Torah eux-mêmes se développent en comparaison. Le lait lui-même n'est pas simplement l'ensemble de toutes les couleurs qui sont contenues dans sa blancheur, mais pas simplement l'aliment qui contient tous les aliments, c'est celui qui contient au niveau de la connaissance toutes les potentialités de connaissances qu'on va pouvoir retrouver sur la Torah. Et ce seront des connaissances comme le lait essentiel, ou ce seront des connaissances comme les fèves qui sont cachées, secrètes à l'intérieur des cosses qu'on doit ouvrir, et en ouvrant ce manteau qui les contient, on obtiendra les secrets et l'essence les plus profonds de la Torah. Alors vous allez dire, bon, très bien tout ça, mais quel rapport avec le rapport de la marche vis-à-vis de Shavuot? Et ça, c'est l'essentiel, et c'est la façon par laquelle je conclurai toute cette approche. Il y a quelque chose de très particulier dans la fête de Pessah, qui justifie à elle seule, cette chose-là justifie le fait de faire un Isrouchag particulier. Pour Sukkot, on a 7 jours de fête et Shmini Atzeret. Pour Shavuot, on a le 7e jour de Pessah qui est appelé Atzeret. Les Chachamim nous disent Chag Atzeret, c'est Shavuot. C'est pas dans la Torah. C'est très étonnant.
Dans la façon de décrire la Torah, on a 7 jours pour Pessah et on a Shavuot qui arrive ensuite. Pourquoi on a 7 jours et Shavuot? Mais en fait, ça aurait dû être comme Sukkot. On aurait dû avoir 7 jours et le 8e jour, c'est Shavuot. Le 8e jour, c'est le jour dans lequel on reçoit la Torah. Comme pour Sukkot, on arrive chez Shemini Hagatzeret. Il y a d'ailleurs un passage très intéressant selon lequel, dans la Masechet Sofrim, on dit le 7e jour de Pessah, puisque c'est appelé dans la Torah Atzeret, le 7e jour de Pessah est appelé Atzeret, pas Shavuot. Eh bien, puisque c'est le 7e jour, on doit dire Atzeret, Yom Atzeret Azeh, pas Chag Atzeret, parce que Chag Atzeret, c'est Shemini Chag Atzeret, mais il s'appelait Atzeret. Très surprenant tout ça. Or, l'idée est la suivante. Nous ne pouvons accéder directement à la Torah. La possibilité pour nous d'arriver au 8e jour de la Torah demande une longue préparation. Les esclaves qui viennent de sortir ne sont pas encore prêts moralement, intérieurement, dans les différentes qualités qui sont nécessaires pour recevoir la Torah. C'est pour cette raison-là que la Atzeret de Pessah, la fête de Shavuot, a été déplacée avec 49 jours de préparation pour y arriver. Mais normalement, si le peuple juif était au niveau, si le peuple juif avait la valeur morale, la qualité de recevoir la Torah, eh bien il recevrait la Torah le 8e jour de Pessah. Le 8e jour de Pessah, le jour de la Mimouna, c'est la fête du don de la Torah anticipée sur le jour de Shavuot. C'est la façon dans laquelle toutes ces idées-là, le centre, c'est l'étude de la Torah, c'est la dernière explication. Eh bien, c'est la façon dans laquelle cette fête de Shavuot, cette attente de la Torah, c'est déjà présente à Pessah. Et les Mekoubalim nous disent que c'est comme ça que ça se produira les Hatid Lavo. Les Hatid Lavo, quand on aura fini le tikkun des 49 jours pour arriver au Shavuot, eh bien, on pourra faire Shavuot directement le 8e jour de Pessah. La fête de la Mimouna, on attend Eliyahu Hanavi, c'est la Emouna, c'est la Bracha, c'est la Slacha. Pourquoi? C'est la Emouna qu'on peut peut-être, si on fait notre effort suffisamment comme il se doit, eh bien, on peut peut-être recevoir la Torah tout de suite. Je disais tout à l'heure, il y a 7 kos, il y a 7 épis dans les gerbes, 7 épis de blé ou 7 épis d'orge qu'on ramène à la maison. Pourquoi c'est 7? 7, c'est le monde de la nature. 7, c'est le monde dans lequel on se trouve dans les 7 jours de la création. 6 jours dans les 6 directions de l'espace, les 4 points cardinaux, le haut et le bas. 7e jour, on le place dans le centre, c'est ce qui donne l'énergie à tout ça, c'est la Kedusha, c'est le jour du Shabbat, 7e mois, 7e année. Et on a le 8, qui est expliqué par tous, notamment le Maharal de Prague en a parlé très longuement, c'est ce qui représente Mera la Teva, ce qui est au-dessus de la nature. Cette année, et je terminerai avec cette idée-là, je ne sais pas si vous avez remarqué que nous avons une année extrêmement particulière. Cette année, Pessah est tombé dans une manière de se produire pour le calendrier hébraïque qui ne s'était pas produite depuis près de 80 ans. La dernière fois que ça s'était produit, c'était en 1938. Avant, c'était en 1924, 1938 et 2022. Ça se reproduira en 2043. C'est-à-dire que beaucoup de nous, je pense qu'on n'avait pas encore eu conscience, en 1938, de ce côté très particulier. Mais j'imagine que cette année, tout le monde en a été totalement émerveillé. Nous avons cette même année le Pessah qui est tombé, une année qui est Shemitah Me'uberet. Ça confère au Shana Rabbah, je crois qu'on en avait parlé suffisamment, du rapport entre la Shemitah et le Hibour Hashana. Mais on a Pessah qui est tombé un jour de Shabbat. Pessah, le premier jour de Pessah, qui tombe à Shabbat, dans une année de Shemitah, qui est aussi Me'uberet, c'est un cas extrêmement rare du calendrier. Ça ne s'était pas produit depuis 1938. Et deuxième point que je vais tout de suite expliquer, cette année, c'est la deuxième fois où une année de Shemitah, après 2015 qui était la dernière Shemitah, où Pessah tombe à Shabbat. Et les 7 Shemitot qui sont suivis depuis 2015, 2022, etc., les 7 Shemitot, à chaque fois, Pessah va tomber à Shabbat. Ça, c'est une curiosité du calendrier totalement particulière. C'est tombé cette année. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à tout ça? Je veux dire, bon, c'est des curiosités, effectivement, ça peut tomber en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de si important à ça? C'est fondamental. Toutes les grandeurs de la temporalité évoquées par la Torah se retrouvent, coïncident, se focalisent dans cette fête de Pessah cette année. On a 2 points. Le rapport entre le Shabbat et Pessah. C'est quoi le Shabbat et Pessah? Shabbat, c'est le temps qui est fixé par Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde. Depuis la création du monde, le Shabbat n'a pas changé. 7 jours, Shabbat, 7 jours, Shabbat. À aucun moment, on a déplacé ce jour du Shabbat. Il y a eu au début de certaines périodes, ils ont voulu changer. Grâce à Dieu, ça n'a pas été changé, ni les goïms, ni personne. Et c'est pas lié à nous, c'est pas lié à personne. Le temps du Shabbat arrive, qu'on le veuille pas.
journée de Pessah, le 14 du mois de Nissan, est liée aux fixations du mois de Nissan, qui est liée à la lune, qui est liée à la façon dont le Beddin fixe le mois de Nissan. C'est-à-dire que quand Pessah tombe à Shabbat, eh bien on s'associe à la fois le 7e jour du Shabbat et le mois qui est fixé par les Chachamim, l'action de l'homme et l'action d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un débat très important chez les Chachamim entre les Tzdokim et les Chachamim, dans lesquels les Tzdokim disaient Pessah, lorsqu'il est écrit Mimachorat Shabbat, le Homer est toujours apporté le lendemain du Shabbat de Pessah. C'est comme ça d'ailleurs chez d'autres religions. Le lendemain du Shabbat, c'est toujours un dimanche. Et Shavuot, 7 semaines après, commencera toujours un dimanche. Alors que les Chachamim disent non, le Shabbat, Mimachorat Shabbat, c'est le Shabbat de la fête qui est appelé Shabbat. Voilà que le jour de Yom Tov et le jour de Shabbat ont coïncidé. Cette année, Pessah, les Tzdokim, tout le monde, Shalom dans le Ham Israël, Ardout. Tout le monde aurait fait Pessah et le Homer de la même façon. Le jour du Shabbat et le jour de Yom Tov en même temps. Association de l'action de l'homme et association de l'action d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que représente l'année Méor-Béret? C'est le moment dans lequel on voudrait faire que le calendrier solaire et le calendrier lunaire coïncident. D'ailleurs, c'est à cause de Pessah. Shamor et Chodesh Aviv. Le calendrier solaire n'est pas lié à l'homme, c'est entièrement lié aux différentes saisons fixées par le soleil. Le calendrier lunaire change en fonction du Bedin qui fixe le Chodesh avec les témoins qui arrivent. Voilà qu'encore une fois, dans le Shana Me'u Beret, on a l'un qui est associé avec l'autre. Et vous allez lire alors la Shana Tashmita. Mais la Shana Tashmita, c'est le moment dans lequel, en s'arrêtant une année et reconnaissant que la terre est à Akadosh Baruch Hu, les 6 années où on a travaillé la terre, on dit c'est pas notre travail à nous, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu. On travaille 6 années, on n'est pas là pour rester à attendre qu'Akadosh Baruch Hu travaille, mais ce travail des 6 années, on reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà, dans cette année de Pessah, on a tout qui se rassemble en même temps. Pessah, qui tombe à Shabbat, dans une année de Shemitah, Kemer ou Beret, toutes les temporalités, qu'elles soient de l'homme ou qu'elles soient d'Akadosh Baruch Hu, se sont retrouvées en même temps. Mais il y a quelque chose de plus comment dire, profond dans tout ça, c'est que c'est l'année dans laquelle on termine Pessah, après avoir fait 7 jours de Pessah, et le 8e jour, qui est celui qui suit le 8e jour de la semaine, puisque c'était le jour de Shabbat, on se retrouve au 7e jour de Shabbat. C'est-à-dire qu'on a eu Shabbat par lequel on a commencé le premier jour de Pessah, et Shabbat par lequel on s'est retrouvé le 8e jour de la semaine, un jour de Shabbat. C'est-à-dire qu'on a, dans cette année particulière, à la fois l'action de l'homme et l'action d'Akadosh Baruch Hu, à la fois l'action de ce qui est dans la nature, 7 jours de la création, et à la fois ce qui est au-delà de la nature, le 8e jour, qui convergent au premier jour de la fête et au dernier jour de la fête. D'une certaine manière, c'est un peu ce qui nous laisse entrevoir, sentir un peu du goût de la fin de l'histoire de Shavuot qui va arriver. Puisque là-bas aussi, on a 7 fois 7 semaines et on a le 8e jour. Le jour qui suit, c'est le 50e jour, c'est le jour où Shavuot arrive. Voilà peut-être à travers ces minagim de la Mimouna, la Emouna profonde dans et la bracha qu'Akadosh Baruch Hu peut donner à la nature, la émouna profonde dans ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a rapproché de la Géoula et de Eliyahu Hanavi qu'on continue à attendre, même s'il n'est pas venu pour Pessah cette fois-ci, mais c'est aussi et surtout la émouna, la profonde confiance qu'on a dans ce qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous donner la confiance de pouvoir être à la mesure de recevoir la Torah qu'on recevra, si tu veux, à Shavuot. Voilà le début, c'est pas le mot de la fin, c'est le mot du départ. Lorsque Pessah se termine, eh bien, on ne fait que commencer le début de notre voyage, de notre route, de déplacement du Béné Israël et de nous pour se rapprocher de la fête de Shavuot. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Chouraki. Toujours un plaisir de vous écouter, passionnant. Et je suis sûr que les participants vont rajouter peut-être un minag ou poser une question au Rav Chouraki, c'est à vous. Je voulais demander cette coïncidence entre la Shemitah, la Shnat Me'uberet et le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette année exceptionnelle? Eh bien, je disais, c'est l'année dans laquelle on prend parfaitement conscience du fait que le temps que l'homme fixe et le temps qu'Akadosh Baruch Hu fixe, qui pourraient être de temps totalement séparés l'un de l'autre, finalement convergent. C'est la base de la Emouna de la Torah. Chez certains, tout est entièrement redonné à Akadosh Baruch Hu. Par exemple, les tzdokim. Pour eux, même le travail humain est entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. L'homme n'a rien à voir avec tout ça. L'homme est entièrement pris aux aléas du divin, des différentes puissances, l'idolâtrie, entièrement entre les mains des différentes crises et sautes d'humeur qu'ont les divinités, qu'ont les dieux. Pour nous, pas du tout. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, vous agissez,
vous participez, et parfois même, c'est encore plus loin, lorsque le Beddin fixe le Rosh Chodesh, chaque jour attend le Beddin pour savoir si ça va être le Rosh Chodesh, comme si jamais c'était entièrement la partie des hommes. Et d'autre part, il y a quand même le temps d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas devenus des modernes qui pensons que c'est l'homme qui fixe tout. Ce même point-là, si vous voulez, et puisque vous posez la question, je me permets de rajouter encore un élément, c'est le point central de Shavuot. Vous savez que Shavuot, la Gemara nous dit que Moshe, Osif Yom Echad Mida'ato. Est-ce que ça devait être le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Et on dit que Moshe a fait 3 choses, et notamment une des 3 choses, c'est d'avoir rajouté une journée. Pourquoi? C'est quoi? C'est un marchandage oriental. On va devoir se rencontrer. Moi, cette date me convient mieux. Non, moi, cette date me convient mieux. Bon, on va trouver une date entre les deux pour pouvoir faire notre réunion. Pas du tout. C'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme la possibilité de développer, de déplacer encore une journée qui vient de l'homme pour pouvoir montrer que la parole d'Akadosh Baruch Hu n'est pas un moment particulier d'histoire, mais était éternelle pour toutes les durées de l'histoire. Si jamais ce qui était valable pour le 6 Sivan pourrait être valable pour le 7 Sivan, par Moshe qui rajoute une journée, eh bien, il est valable aussi pour le 8 et le 9, etc. Ça s'appelle la preuve par récurrence. Au niveau mathématique, on a démontré si c'est valable pour le temps t plus le temps t plus 1, c'est valable pour on l'a démontré pour l'ensemble des chiffres. C'est-à-dire que si jamais ce que fait Akadosh Baruch Hu et ce que l'homme fait, le temps de la Yareach et le temps du Shemesh, le temps du Rosh Chodesh, du Kiddush HaChodesh, du Yom Tov et le temps du Shabbat sont dans un même moment, et bien c'est que l'homme a compris son rôle dans le monde, d'être véritablement Shutafim à Kadosh Baruch Hu dans la Beria. C'est au niveau temporel l'application de cette idée-là. Et le Shem et la Merou Beret, c'est le même principe. On ne voudrait pas, comme chez certains, ça, c'est ce qui se passe, par exemple, dans le calendrier lunaire uniquement musulman, où petit à petit, on perd complètement rapport avec la nature. La nature d'une part, la religion d'autre part. Deux choses complètement séparées. Pas du tout. Chez nous, les deux arrivent totalement à adéquation. C'est pas toujours aussi facile que ça, mais en tout cas, c'est ça le projet de la Torah. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Ah, oui? Oui, oui, je vous écoute. Oui, oui. Oui. Non, moi, je voulais revenir à la façon dont maintenant on fête la Mimouna. Parce que, bon, bien sûr, c'est folklorique, mais il y a quand même un élément qui est très important dans cette façon de célébrer. C'est la joie et la bracha. Comme vous aviez dit, on ouvre les portes. On ouvre la porte par rapport à pour montrer que on ne perd pas espoir dans le fait que Eliaou Navi n'est pas venu. Et justement dans la Mimouna, on ouvre les portes et tout le monde peut venir, tout le monde peut s'installer chez les voisins, chez les amis. Il y a beaucoup, je pense, beaucoup de choses qui sont restées dans cette façon aujourd'hui folklorique de fêter la Mimouna. Absolument. Je veux dire, vous me faites, comment dire, présenter les différents aspects que j'ai essayé de développer de façon, comment dire, au niveau du sens et au niveau de l'idée, avec tout à fait d'accord. Si on évite certains écueils qui risqueraient de détourner la Mimouna de son sens premier, je ne fais que et je reprends ce par quoi j'ai ouvert, il est absolument blasphématoire de transformer une tradition qui remonte au Chachamim, qui a été développée tout au long des siècles par des Chachamim, en essayant de la faire de ça quelque chose simplement de folklorique, etc. Et cette joie-là, quand elle est pure, quand elle est profondément, imbue et imprégnée de ce que de l'enseignement des Chachamim, elle est merveilleuse. Pour ça qu'on fait la Mimouna. Non, chez les Tunisiens, nous, enfin, non, je veux dire, nous, on met de la verdure sur les lustres, sur les portes, sur les choses hautes, en fait. Non, votre verdure, elle est très bien, votre verdure. Simplement, je veux dire, entre la verdure et les herbes, nous, à Paris, on prenait au but de Chaumont un peu d'herbe, on n'avait pas du blé ni de l'orge, mais je veux dire, il y avait de la verdure, de l'orge, du blé, etc. Je veux dire, on peut préciser la verdure en question, c'est tout. Bella et Youssef. Oui, d'abord, je vous remercie pour cette conférence qui est tellement riche et moi aussi, j'attends le replay pour revenir sur tous les éléments parce que vous en avez amené énormément et je vous remercie. Nous, on a l'habitude de mettre un œuf au milieu de la farine. Et
Alors, effectivement, j'ai vu cette idée de l'œuf au milieu de la farine, mais je veux dire, j'ai pas, comment dire, de cette façon-là, le seul point à que j'ai pensé, mais c'est un œuf, vous le faites entier, un œuf dur Non. ou un œuf ouvert? Parce que le problème, c'est le suivant. L'œuf, on l'a depuis le premier soir du Seder de Pessah. Et l'œuf, il correspondait au korban, puisqu'on l'amène pour étant le korban de la Chagiga. Est-ce qu'il pourrait être comment dire, justement le fait de le rappeler pour garder malgré tout sur le plateau de la Mimouna l'équivalent de ce qu'on avait sur le plateau du soir du Seder. On a décomposé la matzah en farine, on a décomposé, vous voyez, on reprendrait tout cela. On a l'herbe qui se trouvait dans le carpas, on a une sorte de transposition qui ramènerait, il faudrait donc le comprendre peut-être dans cette direction-là. D'accord, moi j'avais pensé plutôt au Beth Amikdash, mais peut-être, j'avais pensé plutôt au Beth Amikdash comme pour Shabbat où on rappelle le Beth Amikdash qui n'est pas encore, mais peut-être que… Mais c'est pour cette raison-là que je vous ai demandé si c'était un œuf dur. On ramène l'œuf quand il prend cette idée de Beth Amikdash qui n'est pas encore, c'est comme pour la veloute, c'est un œuf dur en général. Pour cette raison-là que je vous ai demandé comment on le trouve. Non, mais un œuf entier. Alors on va l'entier. J'ai une autre question. Mais fermé. Oui. Et on dit que ça rappelle le monde, la terre qui est ronde, qui est… J'ai une autre question aussi, c'est avec les Shibolim, il y a le maître de maison qui avait l'habitude de donner une bracha aux personnes qui venaient. Et ça m'a rappelé le Kohen Agadol qui recevait les personnes qui venaient pour la Sfirat à Omer et qui venaient amener le Korban à Omer. Il les recevait aussi de cette même manière. Est-ce qu'il y a… Oui, absolument, absolument. J'ai pas, comment dire, trop développé parce que c'est un shiur entier sur le Homer, mais il est évident que lorsque je parlais, j'ai dit à un moment rapidement que lorsqu'on parle des séorim en question, au-delà de la nature, du printemps, de tout ça, c'est bien entendu le Homer qui est présent dans tout ça. Et lorsqu'on a sur les lustres, ça reste pendant tout le temps, etc. C'est le Homer qui est derrière. Donc absolument, il y a toute une, comment dire, mais c'est un shiur qui déborderait plus sur le dernier jour de Pessah et plutôt sur le Homer, mais absolument. Et une dernière question, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez vu, je sais qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de tremper une amande dans du miel pour faire la bracha. C'est toutes les douceurs. Ça, c'est pour les douceurs. C'est pour toutes les douceurs. Pour commencer la bracha avec une douceur. Le Rav prenait une amande dans le truc et de la bracha et bénissait chacun avec cette amande-là, en faisant une bracha sur l'amande et avoir la douceur du miel. D'accord, mais l'amande n'a pas un symbole particulier. L'amande, c'est aussi la menorah, Meshoukedet. Est-ce qu'il n'y a pas un symbole spécial? Je me garderai de vous répondre s'il n'y a pas de symbole particulier, etc. Vous savez qu'à partir du moment où on donne un minag, notre manière de réfléchir, c'est de trouver de la signification et de trouver du sens. Donc, c'est la seule réponse dont je peux vous dire, c'est que il n'y a pas de symbole particulier. Simplement, ça nous prend, comment dire, élargirait encore très longuement. J'essaie de donner simplement, si vous voulez, les jalons essentiels, voilà, les jalons essentiels entre le blé, le lait, etc. Mais absolument, il faudrait peut-être rentrer encore aussi dans ce détail. Merci beaucoup, Rav Chouraki. On rachète beaucoup de questions. Ça fait 1h30 qu'on est en direct avec vous. S'il y a encore quelques questions, des questions courtes et des réponses courtes. Alors, merci beaucoup pour le cours d'abord, comme toujours. Dans l'originalité de cette année, c'est que la Mimouna tombe, même pour les gens d'Israël, le 8e jour. Voilà. Et quand on connaît la symbolique du chiffre 8, avec tout ce que vous venez de développer, ça fit parfaitement. Ce qui fait parfois penser que le 8e jour de la Mimouna, avec le chiffre 8, encore une fois, c'est presque une fête de galoute. Et en fait, non, mais alors là, ça nous a permis d'être en union avec les gens de Galout, au moins sur la Mimouna. Ardout, au moins là-dessus. La paracha pas, on l'a quand même comme ça pour rappeler aux gens de Galout qu'ils n'ont rien à faire encore en Galout. Donc, on a quand même lu une paracha d'avance. Ça, on va quand même pas leur faire trop de concessions. Mais on a quand même beaucoup d'affection pour les gens de Galout. Donc, on a quand même, on n'a pas fait encore le Pirkei Avot. Tout le monde n'a pas fait tout de suite le premier période de Pirkei Avot. On a réduit au minimum ce qui nous sépare des gens de Galout pour être dans l'union avec eux. Et on leur souhaite rapidement de venir s'unir avec nous ici. Vous avez absolument raison, c'est une manière magnifique d'encourager les choses. Question... mais je veux dire une chose, vous savez qu'après Sukkot, on arrive à Sukkot, on attend de demander le Shelat Geshamim 15 jours après pour permettre aux Juifs de rentrer à Bavel. Ils sont venus à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on fait encore
cas de tous ces pochérines qui retournent là-bas. Ils devraient rester ici. Ça prouve que malgré tout, même quand quelqu'un il devrait rester, on l'attendrait à rester en Israël, on a malgré tout de l'affection, on comprend les difficultés et on se dit comme ça, peut-être un Kadosh va lui donner la force et l'encourager à quitter le Canada. Et puis de le répéter régulièrement, parce que on risque d'oublier. Mais merci de nous le rappeler, c'est gentil. La question est la suivante. Vous avez mentionné au début des minhagim comme le Hanna, l'aîné. Oui. Comment se fait-il que les rabbinim, à l'époque, si toutefois il n'y avait rien de cachère par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'il aurait permis? Je rassure Yohan, je ne vais pas répondre en aîné maintenant. Je rassure comme ça, j'ai parlé. C'est un shiur entier sur le aîné. Et je vais dire, Bezrat Hashem, à l'occasion, on aura l'occasion, je ne sais pas si on fait des aînés par Zoom, mais au moins une autre occasion, on en parlera. Joseph, pour le mariage de tes prochains petits-enfants, tu demandes un cours sur le aîné. Bien sûr, tu sais d'où ça vient? Hanna, Hala, Nida, Dad, Non, c'est pas ça. On ne rentre pas dedans, c'est pas ça. Georges, tu avais une question? Spira, non? Il faudrait. Oui, Madame Naon. Il faudrait rappeler que les murs de Jéricho sont tombés le 8e jour de Pessah. Absolument. C'est encore une jolie fête. Chazak ou Baruch, mais bon, c'est très riche. Vous nous ouvrez beaucoup de perspectives là-dessus. Il faudrait étudier Pessah avec chaque jour de la semaine de Pessah sur les événements extraordinaires qui sont produits. Et ça nous amènerait à un autre minhag. Je dis encore, Johan, il va me permettre juste une phrase. On a l'habitude de prendre un petit sac de sel tout au long du Homer. Et depuis le deuxième jour de Pessah, on fait la bracha avec un sac de sel. Même principe, les gens regardent ça. Ah, c'est encore des trucs, des moulottes félotes et des histoires comme ça. Très profond, et c'est encore lié aux événements qui se sont produits le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour de Pessah, jusqu'aux murailles de Jéricho. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est un. Merci à tous. Shavua Tov, Toda Rabba Shuraki.